Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, marqué bien sûr par le match demain à 13 h face à Reims. Et on va revenir sur deux dossiers mercato qui ont été évoqués dans les médias cette semaine. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je l'ai dit en intro, le PSG va jouer à 13 h demain pour faire plaisir au public asiatique, chez qui il sera à 21 h avec le décalage horaire, quand pour nous, le coup d'envoi sera donc donné à 13 h. Ce qui fait nos affaires, bien évidemment, marketing, puisque le PSG a inauguré cette semaine 2 nouvelles boutiques, on en avait déjà, à Séoul, un marché coréen sur lequel on s'est rué cet été avec la signature de Lee Kang-in, qui fonctionne à merveille, même s'il faut noter que l'histoire de ping-pong avec Heung-min Son et sa sélection nationale lors de la Coupe d'Asie des Nations a eu une résonance assez dingue chez eux. Ça a été un véritable drama, même si pour nous, ça n'a pas été très relayé dans les médias. Ça lui a fait du mal. Il y avait même des moments où on lisait qu'il pourrait perdre de l'argent au niveau de ses contrats sponsoriques. Donc demain, évidemment, il va avoir l'occasion de se reprendre s'il est titulaire, mais bien sûr, cet horaire et cette dimension marketing va dans le sens d'une titularisation de Lee Kang-in. En plus, le PSG aura un flocage spécial en coréen, comme lors du match face au Havre début décembre. En plus, cette fois, le flocage aura des petites fleurs qui sont des symboles dans la culture coréenne. Donc voilà, d'un point de vue marketing, en plus, au-delà du PSG, c'est la rencontre entière qui est intéressante pour la Ligue, puisque du côté de Reims, dans l'effectif, on compte quelques Japonais, bien sûr, qui seront donc regardés à l'autre bout du monde. On espère évidemment que ce match sera une belle pub pour notre championnat. Cet horaire spécial, 13 h, on sait que les dernières années, on produisait un contenu qui était à la limite de l'ébriété, tout simplement. Voilà, les joueurs paraissaient complètement à côté de leur pompe. En revanche, pour cette saison, alors on s'est imposé fin octobre à Brest dans la difficulté, mais 3-2 quand même. C'était après un match de Ligue des Champions face à Milan, donc c'était pas gagné. Et je retiens aussi le très bon match au Havre, comme je le disais, parce qu'il y a l'expulsion très rapide de Donnarumma, un début de match catastrophique. D'ailleurs, peut-être que c'est justement cette expulsion, je vais pas y arriver, qui réveille un peu toute l'équipe, qui derrière se reprend et fait un vrai match d'équipe qui s'impose avec notamment un très beau but pour l'ouverture du score de Mbappé et un match défensif très intéressant à ce moment-là. Donc espérons demain un match aussi bon face à une équipe de Reims dirigée par le bon Will Steele, bien sûr, qui va venir nous chercher, qui nous auront bien travaillé. Maintenant, c'est vrai que nous aussi, on est très imprévisible, surtout que ce match, et donc après la Ligue des Champions, possibilité de faire tourner pour ceux qui ont beaucoup joué à Anoeta cette semaine, et surtout, avant celui face à Nice mercredi en Coupe de France, qui est d'ailleurs programmé sur la même horaire que le 8e retour Atlético-Inter Milan. Bon bref, on va pas se plaindre, on a eu quand même un calendrier très avantageux parce que ce match initialement devait se jouer juste avant celui à Monaco, ça aurait fait un match en plus dans la préparation du 8e face à la Real. Bref, donc voilà, je pense que Luis Enrique va privilégier pour les titulaires, on peut penser à Nuno Mendes, le match face à Nice, plutôt que Reims demain, qui est à domicile, même si en Ligue 1, c'est vrai qu'on reste sur 2 matchs nuls contre Rennes et Monaco, il va falloir retrouver le chemin de la victoire. Alors, la composition, et puis on va parler un petit peu au cas par cas. D'abord Donnarumma, on se souvient de son match phénoménal, il fait des arrêts venus d'ailleurs à l'aller, rappelez-vous, c'était après le match retour contre Milan. Il est énorme, on gagne 3-0 avec le triplé d'Mbappé, où d'ailleurs Luis Enrique à ce moment tabasse un petit peu Kylian Mbappé pour son apport collectif, alors qu'il sort d'un triplé. Donc voilà, pour revenir sur Donnarumma, ça illustre bien la consistance de sa saison et le rôle en fait qu'il joue au moins en championnat.
Déjà au match aller, il était absolument décisif. Là, il est dans une forme où il te fait des arrêts quand même qui te rapportent des points, qui te font gagner des matchs, qui te maintiennent à flot. On espère que demain ce sera le cas. Et j'espère qu'en Ligue des Champions, ce sera aussi le cas parce que, bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que c'est le gros défaut des supporters qui l'ont pris en grippe depuis la faute qui existait de Benzema d'ailleurs sur le match à Bernabeu. Moi, là où je lui en veux aussi, enfin limite plus que sur le match face au Real parce qu'encore une fois il y avait faute, c'est aussi le but de Coman à l'aller contre le Bayern l'année dernière, hein, où il est pas exempt de tout reproche sur sa ligne. Et cette saison, on l'a vu par moment aussi hein, sur sa ligne, être pas très très bon sur la gestion des centres. Je crois de souvenir... Match à Brest, bah justement le match à Brest à 13h, je crois qu'il prend des buts sur des centres bon où il est un peu fautif. Cette semaine le but hors jeu où il hésite à sortir de sa ligne et tout ça, bon c'est pas très académique. Donc j'espère vraiment que là, ce parcours en Ligue des Champions, face à la Real, il n'a pas eu beaucoup de travail. Au prochain tour, peut-être qu'il en aura plus et j'espère vraiment qu'il va continuer parce que jusque-là, bon, j'ai un peu nuancé. Par contre, moi, ce en quoi je crois profondément, c'est d'abord la Ligue des Champions est la compétition des individualités. Hein, les équipes, bien sûr, elles sont ultra rodées. Les entraîneurs, ils font des ajustements, ils travaillent leurs adversaires. Et bien sûr, pour moi, ce genre de compète se gagne dans les deux surfaces. Donc, avec des attaquants qui sont absolument les meilleurs du monde. C'est pour ça qu'il faut absolument profiter des derniers mois d'Mbappé. Et surtout, dans l'autre surface. Et dans ce sens-là, je pense que sur des moments coup près, évidemment, notre première individualité, celui qui fait basculer les matchs, c'est Mbappé. Pour la deuxième place, en fait, je pense que Donnarumma postule. Peut-être en balance avec Warren, qui a montré sur le match retour à Dortmund, quand il égalise juste après l'ouverture du score, ou face à Newcastle, où il surnage un petit peu au milieu de terrain, que c'est un joueur qui est capable vraiment de survoler la prestation collective de ses partenaires quand elle est pas bonne. Je pense que voilà, ça se joue entre ces deux-là. Je vois personne d'autre dans l'effectif. Hein. Dembélé, il est gentil, hein, il fait les différences, les sorties de balles, machin chouette, mais à un moment donné, les gros matchs, les gros parcours, faut marquer en fait, tu vois. Faut aller au tableau d'affichage et aller dans tous les classements honorifiques, hein, que sont les classements de buteurs, les titres de joueurs de la semaine, d'homme du match, voilà. Et puis Donnarumma aussi qui fait partie en matière de statistiques de gardiens de ceux qui ont évité le plus de buts à leur équipe cette saison. Donc voilà ce que je voulais dire sur Donnarumma. Alors à droite il y a un vrai sujet puisque Hakimi sera suspendu pour l'aller des quarts de finale. Bien bêtement, ce mardi, il a obtenu le jaune. Donc, il faut travailler à son remplacement. Là, on a quand même l'avantage, par rapport à la gestion de la CAN, par exemple, en janvier, d'avoir Nuno Mendes de retour et qui a fait sa première titularisation. Donc, tu peux te permettre à droite de mettre un profil un peu plus défensif parce qu'à la relance, mais en fait, je pense qu'avec Nuno, il faut bien se rendre compte qu'on récupère notre meilleur latéral pour relancer. Mais vraiment, Hakimi, franchement, j'en ai ma dose, quoi. Le déchet technique, j'en peux plus. Et Lucas Hernandez versus Nuno Mendes, tu te rends compte de celui qui est évidemment le latéral de métier. Parce que Lucas, il faut aussi comprendre que il a joué latéral plus en équipe de France. Latéral en sélection nationale, c'est pas latéral en club, face aux équipes qui te pressent avec une coordination absolument dingue et face auxquelles tu dois pas balancer. Nuno, son calme, sa personnalité, ses passes évidemment qui sont très appuyées vers l'axe, la capacité aussi à se sortir tout seul hein, par une chevauchée de la pression. Je pense que c'est un atout absolument énorme qui vient de retrouver l'équipe parce que Lucas par exemple, il peut te faire des ballons pieds en rupture qui vont trouver Mbappé, comme ça passe en profondeur sur l'énorme occasion d'Mbappé en première mi-temps face à Dortmund. Rappelez-vous le match retour là-bas. Mais les sorties de balles propres, tu sens que c'est pas un latéral en fait. C'est quelqu'un qui va avoir une tendance à beaucoup plus balancer. Et dans cette dimension-là, finalement, en fait, j'ai envie de relativiser l'absence d'Hakimi. Parce que de l'autre côté, tu peux vraiment... en plus avec Beraldo, travailler un vrai circuit de relance qui serait quand même beaucoup plus intéressant parce que Hakimi, il est gentil, il a fait un très bon début de saison, mais depuis, il a plus vraiment d'apport statistique, même s'il y a eu le départ à la CAN aussi. Des matchs qui à l'intérieur sont assez irréguliers.
En réalité, là où il me surprend dans le bon sens, c'est défensivement. Je trouve qu'il y a certains matchs où il défend plutôt bien. Je trouve qu'il défend mieux que les autres années. Mais par contre, offensivement, avec ballon, déchets absolument dingue. Et puis bon, quand je vois les circuits qu'on avait lors de la phase de poule en Ligue des Champions, je me dis qu'on peut que mieux faire avec Nuno Mendes, Beraldo et plein d'autres mecs. Donc voilà. Donc, on peut se permettre, par exemple, de mettre un Mukiele à droite, même si là, ça me paraît assez utopique vu ses entrées qui sont d'abord catastrophiques, et l'estime, enfin le peu d'estime que Luis Enrique a pour lui. On a aussi Marquinhos. Hein. Moi, je milite pour Marquinhos arrière droit pour le quart de finale de Ligue des Champions à la place d'Hakimi, parce qu'on l'a vu contre... Enfin, on l'a vu... C'était une autre époque, bien évidemment. Enfin, ça va remonter à quasiment 10 ans. Sous Blanc, se souvient de matchs au poste d'arrière droit. Voilà, tout simplement. Et je crois qu'en début de saison, il termine quelques matchs. Toulouse, si je dis pas de bêtises, faudrait que je reprenne. Là, je parle avec ma tête. Mais il finit quelques matchs au poste de latéral. Gauche, pas droite, mais il finit, ou voire il fait quasiment une mi-temps au poste de latéral. Donc, c'est dans la tête de Luis Enrique, cette solution. Parce qu'après, bon, Carlos Soler, alors il était titulaire au match aller contre Reims à ce poste de latéral droit. On va pas se mentir, je vais pas étayer, voilà. Warren, à un moment donné, comme je l'ai dit, Warren est top 3 avec Donnarumma et Mbappé, des individualités qui sont capables, je pense, au plus haut niveau, voilà, de faire basculer un match. Je suis quand même très très élogieux envers Warren. Je pense peut-être que j'en fais un peu trop avec lui, mais je pense qu'il peut avoir ce genre de fulgurance. Pas avec une régularité comme Mbappé, comme Bellingham, si on doit le comparer à un joueur aussi à son poste, mais je pense qu'il peut faire des fulgurances comme ça. Et donc, je vois aucun intérêt à enlever le poste de prédilection d'un joueur aussi talentueux, aussi important. Hein. Donc voilà, je milite pour Marquinhos. Mais demain, je mets Hakimi titulaire. Pourquoi? Parce que du coup, à gauche, je mets pas Nuno. Et j'ai quand même envie d'avoir l'un des deux entre Hakimi et Nuno sur le terrain. Je mets pas Nuno demain, pourquoi? Parce qu'il a fini carbonisé contre la Real et je pense que Luis Enrique le veut titulaire face à Nice, hein, comme je le disais, en Coupe de France, qui sera un match aussi très important. On est quand même à 3 matchs de retrouver notre Coupe de France. L'autre demi-finale, c'est Lyon-Valenciennes. La finale, ce sera le 25 mai. Le stade d'ailleurs a été officialisé, c'est à Lille, à Pierre-Mauroy. Donc il va falloir y aller. Et je préserve Nuno demain. Alors, je le fais rentrer à la 60e, par exemple, pour qu'il prenne du rythme. Mais par contre, pour une titularisation, j'attends Nice. Voilà. Et j'espère que le Portugal vont pas faire n'importe quoi sur la prochaine trêve qui va très vite arriver, les gars. Hein, dans une semaine, elle est là. Hein, parce qu'on se rappelle que toute cette année de blessure de Nuno Mendes, évidemment, est partie. Alors, de la blessure qu'il a contre Benfica début octobre, mais surtout de son retour prématuré en vue de la Coupe du Monde, des matchs qu'il joue à la Coupe du Monde parce que le Portugal sont en ballottage défavorable et qu'ils le mettent sur le terrain alors qu'il n'aurait pas dû, et au final il tire sur la corde, il revient, il peine à s'en dépatouiller. Je suis persuadé que voilà, ça a été encore une blessure dû au staff de la sélection nationale. Dans l'axe pour demain, Marquinhos est encore absent. Alors là, attention, hein, Marquinhos, faut surveiller parce qu'il était touché au mollet. Donc c'est une zone qui est sensible, hein, qui nécessite du repos. Là, le club a évolué et nous ont dit que c'est plutôt le tendon d'Achille. Alors ça fait peur. À titre d'indication, Kimpembe, sa blessure depuis 1 an, c'est une rupture du tendon d'Achille. Je pense pas que Marquinhos ce soit une rupture du tendon d'Achille, évidemment, hein. C'est pas ça assurément, mais c'est une zone quand même qui nécessite beaucoup de repos et énormément de précautions sur la phase de retour, hein. On peut très très vite rechuter, donc il va falloir faire très très attention avec lui. Bon, Skriniar a retrouvé les terrains de manière individuelle, donc ça c'est une bonne nouvelle. Perso, moi je trouve que les gens en font un peu trop avec Skriniar dans le mauvais sens. C'est-à-dire que j'ai vu sur Twitter et tout ça, quand il a mis sa story, il était content de rechausser ses crampons, tout le monde dit « Ah bah non, c'est la mauvaise nouvelle, non, t'es nul » et tout ça. Écoutez, j'ai envie de m'inscrire en faux. Alors c'est vrai que sa motricité, comme Fabien Ruiz d'ailleurs, donne une impression visuelle d'une espèce de nonchalance, d'être dépassé par les événements de manière quasi perpétuelle, qui est pas très agréable, mais au final, Skriniar ne fait pas d'erreur manifeste.
je trouve, est plutôt solide au duel au sol. Alors dans les airs, c'est vrai que là, c'est ma grosse déception sur ce recrutement-là, mais au sol, je le trouve plutôt intéressant en matière de placement et de gestion du duel. Voilà, je trouve que les supporters en font peut-être un peu trop avec lui. Kimpembe, lui aussi, bonne nouvelle, a retiré sa botte orthopédique qui l'aidait à marcher. Donc là, maintenant, il marche librement. Il a fait la story Insta, a été libéré, donc ça fait plaisir. Donc pour la charnière de main, Reims joue alors avec un pressing et aussi beaucoup de centres. On se souvient du match aller. Donc je pense déjà à Danilo, qui normalement s'est remis de sa blessure à l'entraînement là juste avant le match à Monaco. Donc pour gérer les centres, Danilo. Je remets Beraldo à ce poste. Voilà. Je remets Beraldo à ce poste. Enfin, peut-être Mukiele, mais je vois pas dans quel monde il peut être titulaire après les 2 entrées absolument catastrophiques qu'il a fait, quoi. Et à gauche, du coup, je mets Lucas Hernandez au poste de latéral pour justement empêcher les centres. Hein. On connaît son appétence pour le duel. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas lâcher son adversaire et qui le colle vraiment. Donc évitons de subir des centres. Devant la défense, je mets Ugarte justement pour ses capacités à défendre sa surface. Ça, c'est un défaut de Ruiz ou Vitinha. Lui, il revient bien. Moi, vous savez, je suis un grand défenseur de l'Uruguayen. Pour le contre-pressing, pareil, il est très important. Pour ses soucis de relance, si tu titularises Beraldo, qui est très responsabilisé, bah voilà, je vois pas en quoi Ugarte, sur les premières relances, pourrait te gêner. Si justement Beraldo joue, contre la Real Sociedad, Ugarte il n'était pas sur le terrain, ça n'a pas empêché Beraldo de jouer comme un 6 en fait, hein, mais clairement à la relance, voilà, alors que c'était Vitinha et pas Ugarte devant lui. En relayeur droit, je mets Warren Zaïre-Emery qui a fêté ses 18 ans vendredi. Alors il y a la prolongation à venir. Alors, elle devrait prendre du temps parce qu'en fait, si tu signes le contrat, si tu rends le contrat effectif maintenant, tu peux le signer que jusqu'en 2028. Par contre, si tu le signes après le 1er juillet, donc après l'exercice en cours, tu peux lui faire signer un contrat de 5 ans totaux, soit jusqu'en 2029. Donc déjà, le contrat sera effectif jusqu'en 2029, donc à partir du 1er juillet de cette année. Peut-être que le PSG pourra l'officialiser plus tôt, ils l'ont déjà fait par le passé. Mais visiblement, c'est pas pour tout de suite puisque ça négocie encore quelques points. Alors ça parle d'un salaire XXL, ça parle aussi d'en faire la figure du nouveau projet. Bon, ce qui a fuité dans les médias ces derniers temps, je comprends pas trop en fait cette posture du club qui nous dit à la fois que maintenant le PSG c'est une équipe et qui nous dit qu'ils veulent faire de Warren la figure de proue du projet. Surtout que voilà, en 2029 il aura 23 ans. C'est quelque chose d'énorme et qui devrait nous amener en fait à le préserver, bien sûr. Voilà. Donc les rôles, les machins, les salaires XXL, je pense qu'il aura toute sa carrière pour tranquillement prendre le lead de ce projet. Moi, j'aime pas cette manie qu'a le club de construire de lui-même en fait ses figures de proue et pas laisser le terrain parler, même si bien sûr sa première partie de saison est absolument énorme. Et surtout utiliser, disons, ces joueurs de talent pour essayer de faire une espèce d'identification chez les supporters. Relayeur gauche, bon, je mets Likanguine. Je mets Likanguine parce que je me souviens, sur un match à 13h d'ailleurs, face à Brest, la très bonne passe qu'il avait fait pour Mbappé dans la profondeur sur l'ouverture du score ou le deuxième but, je crois. Je trouve que c'est un bon joueur pour lancer les contres ou les transitions rapides. Alors encore une fois, ça passe décisif par exemple cette semaine contre la Real. Sachant que Reims devrait se livrer, nous presser, je le trouve plutôt intéressant dans cette dimension-là pour lancer en profondeur nos attaquants. Il faut absolument continuer sur la lancée qu'on a eue ces derniers temps avec Mbappé qui prend beaucoup plus la profondeur face à la Real. Il faut capitaliser là-dessus absolument parce que le PSG doit être une équipe bien sûr menaçante dans cette dimension-là. Donc voilà, Vitinha a joué les 2 derniers matchs dans leur intégralité. On se souvient de son début de saison dernière qui avait été éprouvant pour lui et derrière il avait un peu accusé le coup physiquement, donc là je le mets au repos. À droite je remets Dembélé qui doit reprendre un peu d'automatisme. Son jaune il est idiot cette semaine, il est mérité pour le tirage de maillot. Le problème c'est que maintenant il est sous la menace en quart de finale en fait. Pourquoi? Parce qu'en phase de poule, rappelez-vous, déjà, il a purgé donc une suspension suite à 3 cartons jaunes, c'est la règle de base de l'UEFA, pour le match retour face à Dortmund, qui était capital pour nous. Et on rappelle que le jaune qui fait ça, c'est celui qu'il prend contre Newcastle en tirant comme un bourrin dans le ballon avec de la frustration et envoie le ballon en tribune. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'il bosse.
Dembélé, parce que en fait, une fois que tu as pris ton jaune ta suspension au bout de 3 jaunes, après, la suspension, c'est tous les 2 jaunes, c'est plus tous les 3 jaunes. Donc là, il en a pris un. S'il en prend un deuxième sur le quart de finale aller, il sera suspendu au retour. Sur le quart de finale retour, il sera suspendu à la demi-finale aller. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'écart, par contre, voilà, le compteur des cartons est remis à 0. Il y aura aussi Lucas Hernandez, Ugarte et Skriniar, s'il revient, qui sont sous la menace d'une suspension pour les quarts de finale. Bon, ça, c'est anecdotique, mais voilà, je note quand même que Dembélé doit travailler là-dessus. À gauche, bon, je mets Barcola, même si ça m'étonnerait pas que Luis Enrique fasse tourner et laisse du temps de jeu à un Kolo Muani, ou alors laisse Mbappé à gauche et mette Gonzalo Ramos. Après, je pense pas que la première mi-temps face à Monaco il y a une semaine joue en la faveur d'une attaque Mbappé, Gonzalo Ramos. C'était Dembélé, je crois, qui était titulaire à Monaco, si je dis pas de bêtises. Ou non. Oh, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Mais voilà. Donc devant, je mets Mbappé, bien sûr, hein, qui sort d'une belle semaine, puisqu'il a pris le trophée de joueur de la semaine et de but de la semaine du côté de l'UEFA, donc ça fait plaisir, voilà, dans ce rôle de neuf qui le rapproche du but. Alors, j'aimerais terminer avec 2 choses. D'abord, Ayman Kari, il rejoue bien en tant que meneur de jeu depuis janvier à Lorient, donc ça fait plaisir parce qu'il avait enchaîné énormément de blessures depuis son prêt l'hiver dernier, enfin l'hiver d'encore avant, là-bas, chez les Merlus. Par contre, Jamel, la source très fiable sur Twitter, hein, dont on parle maintenant depuis des mois sur la chaîne, il nous a indiqué que le nombre de matchs nécessaires à la levée de son option d'achat ne sera pas atteint. C'est officiel. Je pense que ça doit être peut-être une 20aine de matchs. Donc, si Lorient veut le garder, il faudra renégocier un nouveau truc avec le PSG parce que, de l'autre côté, il est sous contrat avec nous jusqu'en 2025, Kari. Cet été, tu peux pas le prêter sans lui faire signer un contrat au préalable parce que ça sert à rien de prêter un joueur à 1 an de la fin de son contrat, bien évidemment. Donc ça va être un vrai dossier. Moi, c'est un joueur que j'adore. Hein. Et c'est d'ailleurs sa plus grande limite. Je suis très déçu de ses blessures. J'espère qu'il va pouvoir s'en remettre parce que, au final, à Lorient, c'est que maintenant qu'il enchaîne les titularisations. Je trouve que c'est un joueur qui est très bon pour sortir le ballon assez bas sur le terrain, pour résister à la pression. Par contre, dans le dernier tiers, et là, il joue en tant que meneur de jeu, je pense qu'il devrait jouer un peu plus bas. Parce que dans le dernier geste, il est pas très juste souvent. Il est aussi nonchalant. Ça, faut absolument qu'il travaille là-dessus. Hein. Le dernier geste, la dernière passe, parfois, elle est un peu mal dosée. Parfois, il oriente son corps trop tôt, ce qui donne des indices un peu énormes aux adversaires. Donc voilà, faut qu'il travaille absolument là-dessus. Et on a aussi eu un papier de l'équipe comme quoi cet été, on ne fermerait pas la porte à un départ de Marquinhos. Alors, perso, je le laisse partir. Pour nous, mais aussi pour lui, en fait. Je pense que nous, on est arrivé un petit peu à la fin. On a un joueur qui est dans un cycle de confort qui me paraît assez interminable. Luis Enrique, en plus, on le disait dans des précédentes vidéos. Je pense que cet été, la réflexion avec Marquinhos pourrait se poser. Luis Enrique n'hésitera pas à la poser. Et puis même pour lui, je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge. Après, je le laisse partir que si on m'assure un gros recrutement à ce poste-là. Style Lenny Yoro, sur qui le Real Madrid commence à sérieusement avancer ses pions. Donc j'espère que ça va le faire, qu'on le remplacera plutôt bien si on le laisse partir. Moi, je suis vraiment ouvert à un départ de Marquinhos qui permettrait, je pense que ce serait le point final de cette ère remontada, machin. Alors, il resterait Kimpembe, mais bon, Kimpembe, tu retiens plus son côté Titi que le côté remontada et caca culotte qui colle vraiment à Marquinhos. Et je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre comment il est encore capitaine. Et je peux pas me satisfaire de la suffisance qu'il montre ces dernières années, tout simplement. Hein, quand on voit la prestation de Beraldo cette semaine, on peut pas s'empêcher de penser à tous les autres défenseurs, et lui en premier, parce qu'on sait qu'il a les qualités pour faire ce que Beraldo a fait. Ou du moins, pas casser les lignes sur des passes à rater, mais plutôt sur les passes en hauteur. On sait qu'il peut en faire beaucoup plus que une ou deux par match, ou une ou deux tous les 2 matchs. Donc voilà. Après, il faudra voir si une offre arrive. Hein. Et je parle pas que de l'indemnité. Je
parle aussi de son salaire de port. Je pense qu'il est à quasiment 20 millions par an. Il va falloir que lui fasse un effort. Déjà, s'il veut rester en Europe, c'est sûr qu'il faudra qu'il fasse un effort. Aucun club européen lui donnera le salaire qu'il a actuellement au PSG. Et après, si les clubs du Golfe continuent, l'Arabie Saoudite, faut voir là, parce que bon, visiblement le match entre Al Hilal et Riyad machin, je sais pas quoi, vendredi soir, 5000 téléspectateurs sur Canal+. Ça fait mal, donc on va voir s'ils vont continuer à investir cet été. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien sûr demain pour débriefer le match face à Reims. Ciao les amis, prenez soin de vous.